Pas extraire la réalité politique autour de ces coups d'État du contexte géopolitique global dans lequel nous sommes installés. Nous sommes dans une réalité où auparavant, dans les années 90 et même avant, surtout avant les années 90 pour être plus précis, avant l'effondrement du mur de Berlin, on était dans une guerre froide entre le bloc de l'Ouest et le bloc de l'Est. L'effondrement du mur de Berlin a conclu une bataille qui a donné victoire au bloc de l'Ouest, et à travers ce capitalisme qui a gagné sur le communisme, ce capitalisme a connu plusieurs phases de mutation. On est arrivé à l'ultime forme de ce capitalisme dérégulé, qui est le néolibéralisme à la fois économique et sociétal. Et ceci a conquis, en tout cas sur le terrain économique, les 3/4 de l'humanité aujourd'hui. On peut dire ces choses avec réalité. Là où il y a eu des formes de résistance qui ont commencé à émerger, c'était sur le néolibéralisme sociétal, ce qu'on appelle le néolibéralisme, excusez-moi, sociétal. C'est ce que certains vont appeler l'American Way of Life ou l'Occidental Way of Life, la McDonaldisation des esprits ou l'occidentalisation des esprits. Et on arrivait à une situation où certains peuples ont commencé à se dire, oui, mais écoutez, nous avons notre identité, nous avons nos traditions, nous avons nos valeurs, nous avons nos coutumes, nous avons nos cultures, nous avons nos perceptions de la vie de famille, nous avons nos perceptions de la spiritualité, et l'occidentalisation ne doit pas être quelque chose qui doit être imposé à pas forcer. C'est ce que certains appellent la globalisation néolibérale, qui souvent, on a l'impression que c'est uniquement économique, mais c'est bien souvent aussi sociétal, qui est critiqué, même si l'économique doit être évidemment visé, puisque le capitalisme en soi est, pour les peuples de manière générale, sur un certain nombre de points, un problème. Et on arrivait à un stade où aujourd'hui on n'est plus dans une dichotomie entre le bloc de l'Ouest et le bloc de l'Est. On est dans une bataille entre l'Ouest contre le reste. The West versus the rest. C'est exactement cette réalité-là que nous sommes. Les 3/4 de l'humanité aujourd'hui commencent à être fatigués par cette arrogance occidentale, et donc c'est ce qui a donné lieu à cette multipolarité. Et c'est dans ce cadre-là maintenant qu'on doit regarder les conflits qui se passent en Afrique. Il y a les batailles entre deux mondes. Le métaphysicien René Guénon parlait de la bataille entre la modernité et la tradition, d'accord? Nous sommes aujourd'hui dans une réalité où la modernité, c'est le terme qu'on accole à l'occidentalisation du monde, et la tradition, c'est la défense des valeurs, des réalités, des paradigmes de nos peuples en tant que tels. Et on a à la tête de nos États en Afrique des gens qui sont dans une démarche de vouloir défendre ce que l'on appelle le développement. Alors quand on entend développement, on dit développement par rapport à qui? Par rapport à quoi? Sous-développé par rapport à qui? Par rapport à quoi? Ce sont des questions qu'on doit être capable de se poser. Ce qui ne signifie pas qu'on doit se contenter aussi dans une sorte de nihilisme de dire on n'a pas besoin de s'améliorer. Non, 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 ça n'a rien à voir. Critiquer le développement de son acception occidentale ne signifie pas rester dans une sorte de misérabilisme en disant que le statu quo tel qu'il est actuellement est bon. Ce dont nous sommes à l'heure actuelle n'est pas bon. La paupérisation massive de nos populations n'est pas bonne. Mais cela ne sous-entend pas qu'on doit être dans une démarche de penser que, comme le président Ouattara ou l'oligarchie ivoirienne qui est en train de propager un way of life très occidental, on est en train de babyloniser les esprits, comme diraient certains panafricanistes du côté des Caraïbes, et on est dans cette réalité-là de manière profonde. Et donc, quand il y a des réactions à double standard par rapport au gouvernement français vis-à-vis des coups d'État, d'accord, c'est parce que certains vont dans une voie, quelque part, du refus de l'occidentalisation de nos sociétés, pendant que d'autres vont dans une voie à pas forcer pieds et mains liés d'occidentalisation globalisée. Et c'est ce qui fait que Macron va valider des dirigeants comme le général Oligui, il va valider des gens comme monsieur Kaka Déby, et il va invalider des gens comme le président du Mali, comme le président du Burkina Faso, comme le président du Niger, qui sont des frères qui ont décidé de dédier leur vie, comme nous autres au sein de la société civile, pour l'autodétermination de la population. Ça ne les exonère pas d'un certain nombre de critiques constructives, parce qu'il n'y a pas d'adoration, il n'y a que Dieu qu'on adore, il n'y a que Dieu qu'on adule. Le reste doit être toujours perfectible. Mais il y a des gens qui sont dans une voie d'autodétermination, et il y en a qui sont dans une voie d'être déterminés par l'extérieur. C'est quelque chose qui est important d'être dit. Parmi les raisons, Kémy Séba, qui sont avancées par les militaires à chaque fois qu'ils prennent le pouvoir dans ces pays, on parle beaucoup de la mauvaise gouvernance, mais également pour les pays dits de la zone des 3 frontières, on évoque la dégradation du contexte sécuritaire. Est-ce que ces dynamiques de révolution sont pour vous un gage de la souveraineté jusqu'ici recherchée, sur le plan militaire, sur le plan politique, et sur tous les plans? La sécurité, parce qu'il ne faut pas qu'on oublie qu'on est le fruit d'un contexte, et on est la résultante d'un processus qui a été établi. Il n'y aurait pas eu l'assassinat de Kadhafi, la déstabilisation de la Libye, la destruction de la Libye, disons les choses telles qu'elles sont, encore par l'oligarchie mafieuse que l'on appelle aujourd'hui de manière hypocrite la communauté internationale, nous ne serions pas aujourd'hui dans une instabilité qui touche l'Afrique de l'Ouest francophone et qui touche une partie de l'Afrique centrale. Soyons capables de le dire. Auparavant, durant la guerre froide, l'Occident, pour justifier son interventionnisme
dans ces ex-colonies qui sont toujours des colonies en réalité, disons là aussi les choses avec pragmatisme, parler d'une lutte contre des terroristes communistes, marxistes, léninistes, etc. La grille de lecture, le logiciel a changé. Aujourd'hui, c'est derrière le manteau du terrorisme que l'on se cache pour justifier quelque part la volonté, la prédation des multinationales qui ont besoin de sécuriser l'accès aux ressources. Alors pour vous, ce ne sont pas les terroristes qui sévissent dans ces pays. Mais ce sont des... Quand vous voyez, l'ancien de Boko Haram, Aboubacar Sheko, ouais, il se gratte tellement qu'on a l'impression qu'on a affaire non pas à un être humain, mais à une autre entité que je ne vais pas citer. Vous pensez que cet homme-là est un religieux ou un spirituel en tant que tel? C'est un drogué, un mafieux qui a été coopté par des multinationales pour quelque part semer la terreur et permettre, parce que c'est la stratégie du mafieux. Quand un mafieux voit qu'il y a une boutique qui vient d'ouvrir, et cette boutique est luxuriante, qu'il y a beaucoup de biens dedans, et qu'il veut gagner de l'argent, qu'est-ce qu'il fait? Il propose ses services. Si le propriétaire de la boutique refuse, qu'est-ce qu'il fait? Il engage des casseurs pour terroriser le boutiquier, pour que ce boutiquier se sente obligé d'avoir la sécurité justement du mafieux en tant que tel. C'est exactement ce qui se passe avec l'oligarchie occidentale qui donc engage des terroristes soi-disant djihadistes, etc. Il faudrait leur poser la question sur ce qu'ils connaissent, même sur quelconque religion que ce soit. Parce que c'est la vraie question, c'est sont-ils même des êtres dotés d'esprit? J'en suis pas certain. Et cela permet un interventionnisme de la dite communauté internationale pour sécuriser l'accès aux ressources. C'est dans ce cadre-là que les choses se font. Un événement marquant de l'année 2023, cette date, celle du 14 novembre 2023, le retour des forces armées maliennes du côté de Kidal, là où les forces étrangères n'ont jamais réussi justement à stabiliser cette région, la MINUSMA, Barkhane, Takuba. Il y a eu un embouteillage sécuritaire. On comprend mieux aujourd'hui qu'il y a urgence justement l'autonomisation des armées africaines, pas justement à ces terroristes en guillemets. Créé, fabriqué justement par il y a urgence mais il doit aussi y avoir une résurgence de la nécessité tôt ou tard, on n'est pas encore à cette phase, d'être capable sans assistance de pouvoir là encore une fois en venir à bout des forces exogènes. Parce que je le dis de manière très claire, tout le monde sait que Urgence panafricaniste, l'organisation que je préside, a des alliances géostratégiques. On est peut-être l'organisation qui a le plus d'alliances dans ce cadre-là, que ce soit avec la Russie, que ce soit avec l'Iran, que ce soit avec le Hezbollah, que ce soit avec les autorités cubaines, que ce soit avec des gens du côté du Venezuela. C'est une chose. Mais la géopolitique ne signifie pas que on doit ad vitam aeternam être incarcéré dans le giron d'une collaboration avec les entités précitées. L'objectif, c'est que ces entités puissent nous permettre une certaine autonomie progressive pour qu'on arrive tôt ou tard à une possibilité de pouvoir gérer les choses uniquement nous-mêmes. Et donc, ce qui s'est passé par rapport à Kidal est une victoire historique. Et la preuve que le choix qui est le nôtre actuel, qui consiste à avoir des alliances géopolitiques telles que énoncées, est un choix victorieux. Mais cela ne veut pas dire que dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, nous devrons être dépendants des entités russes que l'on vient de citer, parce que les Russes ne sont pas les messies des Africains. Les seuls messies des Africains, c'est les Africains eux-mêmes. C'est important qu'on puisse le dire aussi.